Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Martin Ziguelet, bonjour. Bonjour Alexandre. Martin, on a l'habitude d'avoir un entretien ensemble pour parler ensemble de la situation en République centrafricaine. Martin, tu es donc président du MLPC, le mouvement de libération du peuple centrafricain. Tu es également le porte-parole du BRDC, le Bloc républicain de défense de la Constitution, et également ancien Premier ministre de République centrafricaine. Martin, première question pour parler ensemble d'abord de la situation politique, économique et sociale à Bangui en Centrafrique. Première question sur le volet politique. Il y a eu une manifestation organisée par le BRDC le 4 avril pour exprimer notamment votre opposition à l'éventualité d'un troisième mandat de Faustin Archange Touadéra dans le cadre de l'élection présidentielle qui aura lieu au mois de décembre. Peux-tu nous parler un peu des circonstances politiques et de la motivation de cette manifestation du 4 avril? Oui, je te remercie Alexandre, mais je remercie surtout la Fondation Jean Jaurès, au nom de qui tu parles et que tu agis aux côtés des forces politiques, des forces de progrès, partout dans le monde et plus particulièrement en Afrique, où nous vivons, comme tu l'as rappelé, une situation politique difficile. La particularité en République centrafricaine, c'est que au sortir des élections générales de 2016, avec la fin de la transition, tout le monde a pensé, y compris moi-même, y compris le MLPC, que nous étions au début d'une marche vertueuse pour renforcer la démocratie, renforcer la souveraineté du peuple, l'expression souveraine du peuple. Et très rapidement, nous nous sommes confrontés à une situation où le président Touadéra, quoique démocratiquement élu en 2016 et réélu en 2021, a fait délibérément le choix du pouvoir personnel, a fait délibérément le choix du parjure de son serment à 2 reprises sur la Constitution, qu'il ne devrait en charger ni la durée ni le mandat. En fait, nous sommes en train de revenir à quelque chose que nous avons connu dans notre histoire et qui nous a traumatisés, c'est-à-dire le pouvoir personnel sous Bokassa, qui, rappelons-le, a transformé la République centrafricaine en empire. Et c'est au prix du sang de la jeunesse centrafricaine en 1979 que nous sommes revenus à la République. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est dans ces circonstances qu'est né le parti que je préside aujourd'hui, le Mouvement de libération du peuple centrafricain. Ce parti est né vraiment dans le sang des jeunes qui se sont sacrifiés pour qu'on revienne à la République et qu'on mette en avant le progrès de notre pays au-delà de toute autre considération. Et d'autres, par la suite, naturellement, se sont battus avec ou sans le MLPC, mais toujours le MLPC était présent pour avoir le multipartisme. Et au prix de la vie de certains compatriotes, dont le plus célèbre est le docteur Conjugo. Mais ce n'est pas le seul, ce n'était pas le seul. D'autres ont payé de leur vie, de leur liberté, n'est-ce pas, cette conquête démocratique. Et c'est tout cela que Touadéra est en train de fouler aux pieds aujourd'hui, en initiant un processus référendaire interdit par la Cour constitutionnelle, à l'époque avec Mme Darlan, et il a limogé Mme Darlan pour que le processus, sous le conseil de Wagner, continue pour changer la Constitution, faire sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels, rallonger le mandat à 7 ans et surtout introduire dans la Constitution des dispositions raciales, racistes, en tout cas exclusivistes, en introduisant dans notre pays la notion de centrafricain d'origine. Alors que juridiquement, la République centrafricaine n'existe que depuis le 13 août 1960. Avant, c'était l'Oubangui-Chari. Donc, en introduisant donc une catégorisation des Centrafricains selon leur origine. Et ça, le progressiste que je suis ne peut pas accepter cela. Et puis, surtout, en disant que les Centrafricains qui ont une double nationalité au gré de la vie, n'est-ce pas, après leur naissance comme Centrafricains, ne peuvent pas être candidats. Et tout cela, c'est un recul que nous ne pouvons pas accepter. Parce que notre objectif, l'objectif politique, l'objectif majeur de tout parti politique, c'est de permettre à des citoyens de s'épanouir dans leur propre pays et de vivre décemment, d'avoir un travail décent, de vivre décemment sous l'impérieux règne de la justice, n'est-ce pas, et du droit.
Donc c'est contre tout cela que nous nous battons. Nous nous battons contre cette volonté de pouvoir personnel à vie. Nous nous battons contre la prégnance des mercenaires. Je n'insisterai jamais assez des mercenaires du groupe Wagner sur la vie politique. C'est eux qui influencent la vie politique, qui influencent la vie communicationnelle et qui aujourd'hui s'immiscent dans l'économie avec leur présence dans l'exploitation de la plus grande mine d'or du pays, la mine d'or de Ndassima, qui a des revenus estimés à 1,5 milliard de dollars par an. Comparer ça avec le budget de la République centrafricaine qui est à quoi 250 millions d'euros par an, n'est-ce pas? Et qui sont aussi en train de s'immiscer dans le secteur des hydrocarbures, avec cette société Neptune Oil qui est d'une opacité telle que nous la considérons en fait comme la caisse Afrique du régime. Donc nous sommes dans une situation vraiment d'un État qui est tiré à hu à dia par des intérêts personnels et catégoriels et qui veulent pousser tout un pays à l'aventure. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous avons demandé un dialogue politique pour nous asseoir avec le président Touadéra, pour ramener les pendules à l'heure, pour remettre le pays politiquement sur les rails et que ces compétitions qui sont prévues en fin d'année soient non seulement inclusives, mais surtout transparentes. Merci Martin. Alors, dans le cadre de ce contexte politique ô combien difficile, parlons un peu de la situation économique et sociale qui n'est pas non plus très brillante entre la cherté de la vie, les problèmes d'accès à l'eau, la pénurie de carburant. Il y a eu récemment une visite du FMI qui traduise les tensions autour des finances publiques, une grève des avocats, etc. Peut-on un peu nous brosser un tableau de la situation économique et sociale dans ce cadre politique Si je peux parler comme les Chinois, si je dois comparer la peste et le choléra, je dirais que l'économie est la peste ou le choléra, selon ce que chacun estime être le plus grave dans la situation de la République centrafricaine. Je vais être très objectif. Je prends les rapports de la Banque mondiale. La Banque mondiale a estimé dans un rapport qui a été publié en 2024, c'est-à-dire il y a moins d'1 an, que la pauvreté s'est accrue. C'est-à-dire le taux de personnes considérées comme pauvres s'est accru jusqu'à 63%. Et le taux de personnes vivant dans un état jugé comme grave est monté jusqu'à 70%. 2 Centrafricains sur 5 ont besoin d'assistance pour vivre, pour se couvrir, pour aller à l'école, pour se soigner. Donc nous sommes dans un état où la majorité, la très grande majorité des Centrafricains, la très grande majorité de la population ne sait pas ce que c'est manger normalement. En Centrafrique aujourd'hui, dans presque 80% des familles, on a un seul repas par jour dans l'après-midi. Et puisque l'humour ne quitte jamais l'être humain, les Centrafricains appellent ça un coup KO. C'est-à-dire, vous êtes là à 16h de l'après-midi, vous avez un repas aussi frugal, enfin vous avez à manger ce que vous avez à manger, et vous attendez le lendemain pour avoir à manger. Et naturellement, cela a des incidences sur la santé des jeunes, des enfants, sur leur capacité à étudier, à travailler, à s'épanouir, etc. Maintenant, lorsque vous arrivez dans la gestion de l'État, je viens de vous parler de ces mines d'or là qui sont gérées par Wagner, d'un côté, les groupes armés de l'autre. Vous avez la principale mine d'or du pays, Ndashima, qui est gérée par des intérêts russes. Wagner, dans une opacité totale. J'ai appris, je n'ai pas vérifié, mais j'ai appris que même le ministre des Mines, même le fonctionnaire des Mines ont voulu aller inspecter ça. Ils ont été interdits par les groupes Wagner. C'est pour vous dire la force qu'ils ont en Centrafrique. Et je ne parle pas, comme je l'ai dit, de leur introduction dans le secteur des hydrocarbures, qui est la cause de la pomme de discorde aujourd'hui avec le FMI. Parce que le FMI dit que le prix des hydrocarbures en Centrafrique est de 40% plus élevé que dans les autres pays de la CEPA. Cherchez l'erreur. Et les revenus tirés par l'État de la fiscalité pétrolière s'est réduit de près de 40% également. L'erreur est où? C'est que l'argent va dans des poches privées. Et c'est pour ça que le FMI a posé comme condition pour, après la 3e revue qui s'est tenue en décembre, le FMI a posé comme condition qu'on ait la transparence sur tout le fonctionnement
du secteur des hydrocarbures. Et c'est pour ça que les décaissements du fonds n'ont pas eu lieu. Donc l'État est entré dans une tension de trésorerie. Et aujourd'hui, le FMI a demandé qu'on revienne à la vérité des prix, c'est-à-dire réduire le coût sur les hydrocarbures. Parce que ce que je veux rappeler, c'est que la République centrafricaine est un pays enclavé. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'industries et d'entreprises industrielles par rapport au Cameroun, par rapport aux autres pays côtiers, dont le peu d'entreprises qui sont là sont obligées de puiser dans leur trésorerie pour financer eux-mêmes du fuel, du gazole, etc. pour fonctionner. Et les banques qui leur prêtent de l'argent n'en peuvent plus parce que ça dure et donc il y a des chômages techniques, il y a des craintes graves sur l'emploi, etc., etc. Donc la situation financière et économique du pays aujourd'hui est catastrophique, pas à cause d'un événement objectif, mais par la mauvaise gestion de ceux qui sont au pouvoir et qui pensent plutôt à des arrangements pour se faire de l'argent, faire du cash, pour manipuler la population, pour corrompre les élites, etc., pour régler des problèmes personnels en vue du maintien du pouvoir. Merci Martin. Tu l'as évoqué à 2 reprises dans tes réponses aux 2 questions, c'est la présence russe. Alors Wagner, Afrika Korps, mais aussi donc on pourrait appeler ça le hard power de par la violence en plus militaire, mais du coup l'emprise politique de la Russie sur la République centrafricaine, mais aussi le volet soft power avec les maisons russes qu'on retrouve aussi au Burkina, etc. Est-ce que tu peux nous parler de façon, sans rentrer dans le détail, mais un peu on a déjà eu l'occasion d'en discuter dans nos précédents entretiens, mais de cette mainmise, on peut appeler ça, et je crois que tu avais toi-même utilisé le terme de mainmise russe sur Bangui et la République centrafricaine d'un point de vue politique, économique, militaire et culturel. J'allais dire que le péché est originel. Lorsque, en 2017, nous avons voté à l'Assemblée nationale l'accord de coopération militaire avec la Russie, sortant donc de la transition, avec les besoins de reformer l'armée, de former les hommes, d'avoir du matériel, c'est le gouvernement français, d'ailleurs, le président Macron, qui a mis le président Touadéra en face avec Sergei Lavrov et les Russes pour nous aider. Et vous savez que les Russes sont en train de développer une politique africaine. Ils veulent rattraper le temps perdu depuis 40 ans, 50 ans, etc. Ils n'en attendaient pas tant. Ils ont trouvé une proie facile. La RCA a été donc choisie comme terre d'élection, comme terre de mission, comme la terre promise des Wagner. Nous avions tous pensé que les premiers conseillers militaires qui arrivaient étaient des officiers russes, mais en fait c'était des mercenaires Wagner. Et on a mis 2 ans pour nous en rendre compte. Et qu'est-ce qu'ils font naturellement ? Ils ont développé une politique systémique. Ce n'est pas qu'ils choisissent un domaine dans lequel ils interviennent. Ils interviennent dans le domaine politique. Parce que Mme Danière Dalan, la présidente de la Cour constitutionnelle, avait reçu la visite de 2 émissaires russes qui sont venus lui demander de leur expliquer comment on peut faire pour modifier ou changer la Constitution. Elle a dit niet, et c'est ça qui lui a valu son limogeage. Dans le domaine économique, je viens de le dire amplement, ils mettent la main sur les mines d'or, ils se battent avec les grosses armées, généralement autour des mines d'or, et ils ont mis la main sur la principale mine d'or qui appartenait à Axmin, une société australo-canadienne, au centre du pays, à Ndashima. Et naturellement, ils intervenaient dans la forêt, l'or, le diamant et les hydrocarbures, comme je l'ai expliqué. Maintenant, ce qui est plus grave, c'est que sur le plan du façonnement de l'opinion, ils investissent dans le milieu de la communication. Moi qui vous parle, il ne se passe pas 2-3 jours sans que leurs trolls écrivent des messages mensongers, calomniateurs sur moi. Et lorsqu'ils publient un article, pour le rendre vraisemblable, ils le font publier par le même site au Niger, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. De telle manière que lorsque l'article est cité, c'est comme si c'était un journaliste au Niger ou au Burkina qui le fait. Mais en fait, tout cela est fabriqué dans la maison russe à Bangui. Donc, ils manipulent la presse, ils manipulent les journalistes. Nous sommes dans un pays où la vie est difficile, les moyens sont rares. Donc, avec peu d'argent, on peut faire écrire n'importe quoi ou on peut faire publier n'importe quoi par n'importe qui. Mais ce n'est pas tous les journalistes, ce n'est pas tous les médias qui jouent à ce jeu. Il y a des médias qui résistent, il y a des médias qui refusent, parce qu'il y a heureusement, sur Terre, il y a des hommes et des femmes qui refusent l'esclavage volontaire. Voilà. Donc, voilà un peu
la situation. Donc notre combat, ce n'est pas contre la Russie, c'est contre ce nouvel impérialisme qu'on veut nous imposer, cet impérialisme total, hein, compréhensible comme disent les Anglais, aussi bien dans les esprits, dans les choses, dans l'économie, dans la communication, etc. etc. Et donc, nous avons voulu briser tout cela par notre marche du 4 avril. Parce que le 4 avril, l'ensemble de l'opposition, réunie au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution, a voulu démontrer que la meilleure arme contre l'oppression, c'est encore de démontrer qu'on est prêt à mourir pour la liberté. Et c'est ce que nous avons fait. Et je voudrais remercier les Centrafricaines et les Centrafricains, tous les partis démocrates et républicains centrafricains, les personnalités politiques, remercier également les forces de l'ordre qui ont fait un travail républicain pour ne pas qu'il y ait des dérapages qui puissent être mis sur le dos de l'opposition, parce que c'était le projet du pouvoir. Je remercie surtout la jeunesse centrafricaine. Alexandre, plus de 90% des manifestants étaient des jeunes. C'est bon signe. Et j'étais plein d'émotions lorsque nous sommes arrivés à la statue, au monument Bouganda, à la place Bouganda, et que l'hymne national a été entamé par cette jeunesse-là, pour dire nous n'avons plus peur de rien. Je salue cette jeunesse. Et je profite de l'occasion que tu m'offres, que la Fondation Georges Rec m'a toujours offert pour dire, pour informer l'opinion, informer les forces de progrès, que le 31 mai 2025, donc dans moins d'un mois et demi, nous allons organiser un giga meeting dans un quartier populaire de Bangui pour expliquer au peuple centrafricain qui est souverain pourquoi nous pensons que Touadéra doit respecter son double serment, accomplir cette dernière année de son deuxième et dernier mandat et laisser la place. Dans son propre parti, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de diriger ce pays. Parmi ses alliés, il en a des dizaines et des dizaines de partis alliés. Il y a des hommes et des femmes capables de diriger ce pays. D'où vient-il qu'un individu dise « Si ce n'est pas moi, personne d'autre ne peut faire vivre le pays ou diriger le pays ». Non seulement c'est présomptueux, mais c'est caractéristique d'un état d'esprit non démocratique et non républicain. Et pour cette raison simplement, nous n'accepterons pas qu'on nous ramène l'Empire en pleine République. Merci pour ta réponse forte, Martin, en espérant que ce meeting soit un grand succès, peut-être nous y travaillerons. Nouveau départ. Pour rester un peu sur l'international, et la dernière question sera plus sur le régional, est-ce qu'en Centrafrique, vous avez ressenti le changement d'administration à Washington avec l'arrivée de l'administration Trump 2? D'ailleurs, l'ambassadrice a mis fin à son poste, et je crois qu'il n'y a pas de nouvel ambassadeur. Est-ce qu'il y a eu un effet Trump, dirais-je, à Bangui? Ah oui, il y a un effet Trump, en tout cas, en dehors des relations bilatérales entre la République centrafricaine et les États-Unis, qui sont désormais soumises à des hypothèques très importantes, n'est-ce pas? Nous avons appris il y a 2-3 jours que la nouvelle administration Trump veut réduire la voilure sur le plan de la représentation diplomatique et que la République centrafricaine serait dans la liste. Mais moi, j'ai encore de plus grandes inquiétudes par rapport à la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, donc, dont plus de tiers du financement est assuré par les États-Unis. Et s'il y a une réduction budgétaire importante du département des États-Unis, je crains que cette mission-là, qui est actuellement la colonne vertébrale, je vous dis la colonne vertébrale de la République centrafricaine, je crains que quelque chose, la diminution des ressources ou pire encore, la suppression de cette mission ne puisse nous ramener aux affres d'avant-hier. Et donc, je pense que le gouvernement centrafricain devait se battre pour que cela ne se fasse pas. Et à l'entame de mes propos, je t'avais dit que près de 40% de la population centrafricaine a besoin d'assistance et vit de l'assistance. Et je peux vous dire que plus de la moitié des financements des organisations internationales, des ONG nationales qui interviennent en province, parce que dans notre pays, Bangui est seul considéré comme la RCA, l'intérieur du pays est abandonné à lui-même. Et donc,
Ce sont ces ONG-là qui suppléent aux carences, aux défaillances et aux manquements de l'État. Et donc, ça veut dire clairement que c'est une menace directe à la vie et à la survie des populations centrafricaines. Très bien. Martin, une dernière question peut-être sur le contexte régional. Tiani, donc celui qui s'est d'ailleurs autoproclamé président du Niger, a suspendu, enfin a interdit les partis politiques. Le président que nous, Fondation Jean Jaurès, considérons toujours comme le président légal du Niger, Mohamed Bazoum, est toujours en résidence surveillée. Quelques mots sur ce contexte régional, le Niger en particulier, mais l'ensemble aussi bien en parlant de la Russie, le Burkina, le Mali, enfin... Oui, c'est avec une immense tristesse que quand je vois le soleil, comme cette fin de matinée, quand je suis venu pour te rencontrer, la première chose que je te dis, c'est qu'il fait beau aujourd'hui, il y a le soleil. L'Africain et le soleil, c'est comme le poisson et l'eau. Et j'imagine la vie et le sort de monsieur et madame Bazoum, enfermés dans le sous-sol de la présidence du Niger depuis plus d'1 an. Son seul crime, c'est d'être président de la République élu. Exactement. Et cela s'est fait par la seule volonté d'un homme qui est entré dans l'armée pour protéger le Niger et le Nigérien. Parce qu'un militaire offre sa vie pour défendre l'intégrité de son pays et protéger la population. Donc, y compris Bazoum. Et voilà ce sort qui lui est infligé par un militaire qui est en plus général. Au-delà de ce fait, mon vœu le plus cher, c'est que la même mobilisation que nous voyons, par exemple, quand il y a eu l'attaque de l'Ukraine par la Russie, quand il y a des provocations à gauche, à droite, quand il y a une guerre ouverte, quand il y a eu des atteintes graves à la liberté dans un pays, par exemple en Birmanie, etc., quand on voit le soulèvement de l'opinion internationale, nous souhaitons qu'il y ait une très forte mobilisation pour que Bazoum soit libéré. Parce que pour moi, Bazoum est un otage. Et pour moi, Bazoum est un héros vivant. Maintenant, il y a plus grave, c'est que ces généraux-là, ou ces capitaines qui disent qu'ils veulent rendre leur pays souverain parce qu'ils ne laisseraient pas, ce sont ces mêmes qui n'ont pas demandé au peuple leur avis. Réunir 500 personnes, 600 personnes, 1000 personnes, et que ces personnes-là vous donnent le droit, entre guillemets, d'être élus pour 5 ans sans élection, et non seulement pas d'être éligible, mais d'être réélu déjà pour les 5 prochaines, c'est de la tragicomédie. C'est de la tragicomédie, c'est de l'imposture. Et je pense que la seule leçon qu'on peut en retenir, c'est que les coups d'État, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, constitutionnels, comme en Centrafrique, sont à combattre avec la dernière fermeté, parce que les deux conduisent à l'anéantissement de tout espace civique et de liberté dans un pays, donc à l'anéantissement et à l'affaiblissement à long terme de la République. Et donc la responsabilité des forces politiques est là, la responsabilité des forces sociales est là, mais la solidarité, au-delà de ce que nous devons faire, la solidarité de tous les démocrates, de tous les hommes et femmes du progrès, doit être en éveil et se renforcer. Sinon, nous perdrons tout. Regardez, il y a 5 ans, 10 ans, la plupart des pays africains de l'Ouest et du Centre étaient dirigés par des sociodémocrates. Regardez le tableau aujourd'hui. La lutte a été dure, elle est dure, mais elle sera encore plus dure demain. Lorsque les derniers, comme en Centrafrique, où la porte est encore entrouverte aux forces politiques, si ça se referme, ce sera, excusez-moi le jeu de mots, ce sera la nuit noire, ce sera la chape de plomb sur cette partie-là de l'Afrique. Martin, merci beaucoup pour la force de tes propos, comme bien souvent, et écoute, bon courage, compte sur le soutien, l'humble soutien de la Fondation Jean Jaurès dans ton combat, et on aura le plaisir d'échanger à nouveau d'ici peu. Merci beaucoup, Martin. Au moment où je vous parle, il y a 1 heure de temps, s'est ouvert le procès que le MLPC a intenté au tribunal de grande instance de Bangui
contre des dissidents du parti qui voulaient utiliser le logo, l'emblème, le nom du parti pour aller chercher à manger auprès du président Touadéra. Le procès s'est ouvert à notre demande, à l'initiative de l'action, il y a 1 heure. Nous gagnerons, quel que soit le temps qu'on va mettre, nous gagnerons, parce qu'on leur a interdit, notre action c'est pour leur demander d'interdire d'utiliser le logo. Mais je tiens, avant de venir ici, les membres du bureau politique du MLPC m'ont demandé de dire merci à Alexandre Minet, de dire merci à la Fondation Jean Jaurès, de dire merci à toutes les forces de progrès et de dire merci aux nombreux internautes qui suivent les messages que le MLPC, grâce à vous, transmet aux forces de progrès. Merci Alexandre, nous ne t'oublierons pas. Merci.